Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission quotidienne qui donne la parole à des gens qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, quart d'heure de célébrité de Reynald Secher. On dit Secher, pardon, faut Oui. pas que je me trompe. Bonjour. Bonjour, c'est un nom breton et j'y tiens à Vous cette dites, mais voilà. prononciation. Oui. On s'est déjà eu plusieurs fois au téléphone et donc en effet vous m'avez dit Secher. Alors je vais vous présenter rapidement et puis nous passerons au vif du sujet comme d'habitude. Alors, Reynald Secher, vous êtes historien, écrivain et scénariste, diplômé de Paris 4. Vous avez un double doctorat, donc de 3e cycle en sciences historiques et politiques à Paris 4 Sorbonne, avec une mention honorable, qui est la plus haute mention possible, avec les félicitations du jury, et un doctorat d'État, S-Lettres et sciences humaines. Là, c'était à Paris 4 Sorbonne. Vous êtes le créateur et le directeur de la société qui porte votre nom, Reynald Secher Éditions, et vous êtes président de l'association Mémoire du futur de l'Europe. C'est un joli nom. Vous avez reçu un nombre important de prix pour vos thèses, mémoires et livres. Alors, on citera notamment le prix des jeunes historiens, ça c'était en 80... J'étais tout jeune. Vous étiez jeune, le prix des jeunes historiens. Vous avez reçu aussi le prix d'histoire de l'Académie française. On peut citer encore le prix international de la culture, mais il y en a eu bien d'autres. Alors, enfin, vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, concernant principalement donc, la Bretagne, on comprend pourquoi, la Vendée, et notamment le génocide vendéen, qui est un peu votre spécialité, je crois qu'on peut le dire. Oui, en fait, vous avez raison, c'est ma spécialité universitaire, mais ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'est la notion de confrontation de la légalité, de la légitimité. Alors, Ouais. je sais que c'est un peu abstrait comme Non, parce concept. qu'on l'a connu, je vous coupe rapidement, mais on a connu ce concept avec De Gaulle et Pétain, Par exemple. plus récemment. Voilà, sauf que ça s'est exprimé politiquement, tandis que là, ce qui m'intéressait, c'était le choc entre une tradition issue du peuple, une nouvelle tradition qui est en train de se créer issue du monde politique, et le choc entre cette confrontation entre un homme nouveau d'appareil politique et un homme traditionnel populaire, et ce qui a donné la contre-révolution à l'Ouest. Tout à fait. Alors, première question, à ma connaissance, vous êtes peu à vous intéresser, peu d'universitaires, je veux dire, à vous intéresser au génocide vendéen. Déjà, est-ce que c'est une fausse impression et comment vous l'expliquez? Alors, c'est exact qu'à l'université, ça a été un sujet tabou. Hein. En fait, à partir du moment où ce crime a été mis en œuvre, jusqu'à la soutenance de ma thèse en 1985, en France et même à l'étranger, il n'y avait eu aucun universitaire à se poser la question de la nature même de la répression en Vendée. Et on parlait également de guerre civile, et d'ailleurs c'est pas seulement les universitaires, c'était aussi les hommes politiques ou les chercheurs privés ou même les populations ou les historiens amateurs. Donc il y avait une espèce de modus vivendi sur cette approche de guerre civile qui avait dérapé, mais point final. En fait, personne ne s'est intéressé à la nature de la répression. Et ce n'est vraiment que par hasard que j'y étais amené à me poser cette question, grâce à un homme d'exception qui est Jean Meyer, qui est un malgré nous, qui a servi toutes les armées alliées sauf l'armée française et allemande bien entendu, hein, et qui, lorsque il est rentré de nouveau dans la vie civile, est devenu historien. Et comme il a failli habiter en Vendée militaire, il a découvert cette histoire, et notamment ce silence. Et ce silence était tellement fort pour lui, puisqu'il le connaissait d'une autre manière, puisqu'il avait vécu une histoire silencieuse, il a eu envie de s'y pencher, d'y réfléchir, et j'étais l'étudiant choisi. D'accord. Alors justement, moi je ne vous connaissais pas et je ne connaissais pas tous les travaux, enfin le peu de travaux justement universitaires sur le génocide de Vendée. Je ne connaissais même pas vraiment bien ce génocide. Et j'ai découvert un peu par hasard votre histoire et je dois dire que ça m'a frappé parce que je suis quelqu'un de très attaché à la liberté d'expression et à la liberté de recherche scientifique. Or, j'ai appris que vous aviez été exclu de l'université française pour vos travaux. Alors, est-ce que vous pouvez en parler un peu? Parce que c'est vraiment énorme qu'on a du mal à y croire. Alors, c'est ça, mais c'est en fait plus accentué que cela.
C'est-à-dire que lorsque j'ai fait cette recherche, on ne s'est pas rendu compte de la réalité du crime commis en Vendée, et ce n'est qu'en analysant les documents qu'on s'est rendu compte de trois choses. Premièrement, qu'il y avait eu des lois d'extermination, qu'il y avait eu programmation, qu'il y avait eu ordre et qu'il y avait eu, bien entendu, exécution. Donc ça, c'est vraiment le premier crime, c'est-à-dire que c'est un crime qui a été conçu au plus haut niveau de l'État, puisque c'est un crime voté. Et c'est un crime qui est voté très précisément, c'est-à-dire qu'il s'agit d'exterminer tous les habitants résidant en Vendée militaire, et on va même préciser de préférence les femmes si elles sont producteurs et les enfants car futurs brigands. Ça, c'est le premier crime. Deuxième crime, c'est qu'il y a eu réalisation, au moins partielle. Nous avons maintenant les bilans. Puis le troisième crime de génocide, c'est qu'il y a eu par nature complicité dans la conception, puisque c'est la Chambre qui a voté, et complicité dans la réalisation, puisque Turreau, qui était le général en chef des armées de l'Ouest, n'a pas été seul à exécuter ce crime, il s'est servi de l'armée officielle. Donc en Vendée, vous avez trois crimes de génocide, tels que ce crime a été défini par la Convention de Nuremberg. Alors, tout à l'heure, nous parlions du silence. Bien après, évidemment. Bien après. Voilà. Bien. C'est un crime imprescriptible par nature. Donc, le crime de la Vendée est un crime qui n'est pas prescrit par les 200 ans d'histoire les 200 ans donc, qui nous séparent des événements. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la recherche qui a été mienne a été faite dans un contexte politique très passionné, puisque nous étions à l'aube des commémorations du bicentenaire de la Révolution française. Donc avec ce cher François Mitterrand. Avec François Mitterrand au pouvoir, et que François Mitterrand voulait faire une fête universelle, totale, indiscutable. Et que ce génocide était une grosse tâche par rapport à cette commémoration. En fait, c'était une double tâche. Une double tâche parce que la Révolution française avait fait ce premier génocide idéologique, et deuxièmement parce que non seulement on ne se souvenait plus, mais il y avait tout en route de mis en place tout un système de négation ou de revision ou de manipulation de cet événement. Donc il y avait ce double crime de commis vis-à-vis de la Vendée. Et lorsque j'ai soutenu ma thèse, effectivement, en raison du contexte, ça suscitait un certain nombre de passions. Alors qu'est-ce qui s'est passé très précisément? C'est-à-dire qu'effectivement, le pouvoir en place ne voulait pas que cette thèse soit soutenue. Donc on a essayé donc, de faire pression sur moi directement et indirectement pour pas qu'il y ait soutenance. Comment on a fait pression sur vous? Oh, c'est vraiment très simple. Je peux vous dire que pour faire pression, il y a la tentative d'achat. Ça, c'est vraiment très simple. D'achat, on vous donne de l'argent, on vous donne une fonction. Puis si vous refusez, on vous dit, si vous refusez, eh ben, il y aura des sanctions. J'ai refusé. Bon, les sanctions ont été ce qu'elles devaient être, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai soutenu, une fois que le livre a été publié, eh bien, on m'a simplement obligé à démissionner dans l'enseignement. On vous a laissé aller jusqu'au bout du processus parce qu'on ne pouvait plus. Alors, pas tout à fait. Trop énorme, pas tout à fait. Censuré, non, pas tout à fait. On a failli m'empêcher de soutenir en me piquant simplement ma thèse à une semaine avant la soutenance. Ah bon? Bon. En vous la volant? On me l'a volé, bien sûr. Ah, vous la volé? Comment vous avez fait? Ah ben parce que mes profs avaient des copies de thèse. Et donc j'ai pu soutenir ma copie de thèse exclusivement parce que Pierre Chenu et Jean Mélière avaient des copies. Vous avez été prévenant sur le... Vous avez senti... Non, parce que c'est le cursus logique des choses. C'est-à-dire que quand vous soutenez une thèse, vous devez transmettre la thèse aux différents membres du jury. Et en l'occurrence, vous aviez 7 membres de jury, donc chaque membre du jury avait eu la thèse. Si le cambriolage avait eu lieu un mois avant, je n'aurais jamais pu soutenir ma thèse, parce qu'à l'époque, on n'avait pas l'ordinateur avec le disque dur, etc. Donc je n'avais pas la possibilité de reproduire le document. Donc, et donc vous avez été cambriolé chez vous? Chez moi, oui, bien sûr. Oui. Et le lendemain, ou le surlendemain d'ailleurs, puisque je ne sais pas si j'étais cambriolé un samedi ou un dimanche, j'ai été convoqué par un pseudo-représentant du ministère de l'Éducation nationale qui m'a fait cette proposition, le silence et l'argent et le poste, où la soutenance avait des conséquences
qu'il m'avait mentionné. Et alors, puis quelles ont été les conséquences? C'est-à-dire que les vous avez porté conséquences, plainte déjà ou... Ah bien sûr que j'ai D'accord. porté plainte immédiatement après le vol, mais avant d'avoir été invité par ce pseudo représentant du ministère, c'est-à-dire que lorsque j'ai été cambriolé, Pierre Chenet m'a demandé de déposer plainte, ce que j'ai fait, ce qu'on appelle une main courante. Bien. Donc ce que j'ai fait, j'ai le document. Bon. Et ce n'est qu'après que j'ai été invité par ce pseudo-représentant de l'éducation nationale qui m'a fait ce choix, que j'ai refusé. Bon. Il faut dire que entre la soutenance... Non, ça n'a pas eu de conséquences immédiates. C'est-à-dire qu'entre ma soutenance et la publication de l'ouvrage, il s'est passé une année. Et je dois dire que durant cette année, j'étais relativement tranquille, je n'ai pas eu de problème. Ce n'est qu'une fois que ma thèse a été publiée aux presses universitaires de France, que je suis passé à apostrophe, que là, il y a eu ce déchaînement médiatique et la pression des syndicats pour avoir ma tête au sein de l'enseignement. Alors, vous savez, pour faire démissionner quelqu'un de l'enseignement, c'est très simple. Il suffit de le harceler. Là, vous ne résistez pas. Donc la première année, j'ai demandé un congé sabbatique tellement c'était lourd, difficile. Et la deuxième année... Ça se manifeste comment pour que nos auditeurs... comment cela se manifeste? Je l'ai raconté dans un livre sur le système de dépopulation, parce qu'à l'époque, je suis bien entendu ce que vous disiez tout à l'heure, un chercheur en sciences historiques, mais je suis juriste aussi. Et à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, bien entendu, je protestais officiellement en envoyant une lettre, etc. Donc tout ça, c'est retranscrit. Je ne savais pas d'ailleurs que je pourrais l'exploiter plus tard, mais je suis toujours très précis dans ce qui m'arrive et dans ma réaction. Donc comment est-ce que ça s'exprime? D'une manière tracassière, c'est-à-dire qu'en permanence on vous tracasse. Un exemple précis, on vous nomme comme professeur dans une classe et lorsque vous arrivez dans la classe, vous avez un professeur qui vous chasse en disant non, tu n'es pas dans cette classe, mais tu viens d'être nommé dans une autre classe. Donc on se retrouve dans une autre classe sans être au courant. Deuxième tracasserie, les profs qui ouvrent la porte quand vous donnez le cours et puis qui vous insultent en vous traitant de tous les noms. Ça s'appelle une fabrication. Vous pensez que c'était un complot contre vous? C'était concerté? Bien sûr, c'était concerté. Et à la fin, le directeur convoque en disant bon, tu troubles l'ordre public en fait. C'est soit grève, soit ta tête. Est-ce que tu aurais la gentillesse de donner ta tête? Parce que ce qu'on sait généralement, en tout cas de l'extérieur, c'est qu'il est très difficile de virer quelqu'un de l'éducation nationale. Il faut vraiment aller très loin en tant que professeur, je ne sais pas moi, faire acte de pédophilie par exemple, pour être viré. Et vous, simplement pour votre thèse, vous avez été... Ah oui, parce que, vous étiez jeune à l'époque, il y a eu un certain nombre de critiques. Alors évidemment, tout ça a beaucoup évolué en 20 ans, puisque maintenant, je crois qu'il y a peu de personnes qui discutent la notion de génocide en Vendée. Mais à l'époque, c'était vraiment une remise en question totale de tout ce qui avait été écrit sur la Révolution française, puisque l'approche que nous avions de la Révolution française à l'époque était l'approche marxiste. Nous étions avant 89. Et cette approche était indiscutable et indiscutée. C'est-à-dire que la Révolution française se devait être merveilleuse. Il y avait le avant et le après. Bon. Et c'est tout ça que je remettais en question. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y avait le avant et le après, sauf que la Révolution française avait donné naissance à la matrice du premier génocide idéologique de l'histoire de l'humanité, mais aussi c'était la matrice des autres génocides, comme on l'a démontré par la suite. Alors, comme le temps passe vite, parce que c'est passionnant, on arrive déjà au terme de votre quart d'heure de célébrité. Mais j'aimerais quand même vous poser une question. Est-ce qu'on peut vraiment accuser toute la Révolution d'être responsable de génocide, sachant, on le sait très bien maintenant aussi, il y a eu au moins deux courants principaux dans la Révolution française. Et donc, est-ce que vous accusez les deux courants, aussi bien 89 que 93, ou alors c'est plus large? Moi, je n'accuse rien ni personne. Moi, je suis un universitaire, j'analyse les choses. Je ne prends pas position pour ou contre, ce n'est pas mon problème. J'essaye d'analyser les événements et d'en tirer les conclusions. Bien. Moi, ce que je constate, c'est que à partir d'avril 1793, au plus haut niveau de l'État, on a décidé d'exterminer une portion de la population française, d'anéantir une partie du territoire de France, parce qu'on considérait que les habitants qui habitaient là n'étaient plus politiquement
accepter. Donc on va tuer les gens, non pas pour ce qu'ils ont fait, parce qu'ils sont contre-révolutionnaires, mais pour ce qu'ils sont. Voyez. Et ça, c'est la première chose que je constate. La deuxième chose que je constate, que si Robespierre avait duré au pouvoir, il avait prévu d'étendre cet ostracisme à d'autres régions, et notamment à la Bretagne. Vous dites ostracisme, mais c'est un euphémisme. Et bien entendu, ce crime, et ce crime de génocide à d'autres régions. La deuxième région c'était programmée, c'était la Bretagne, puis il y en a eu d'autres après, selon le principe rousseauiste, si le peuple ne pense pas bien, il faut changer le peuple. C'est vraiment très clair, c'est vraiment très ça. Puis la troisième chose que je constate, c'est que tous les grands criminels du XXe siècle qui ont industrialisé les génocides se sont tous référés à la politique de Robespierre et à la Vendée. Ce qu'on ne sait pas. Lorsque Lénine extermine des peuples entiers en Russie, il le fait au nom de Robespierre et il prend comme modèle le génocide vendéen. Et évidemment, quand Hitler... Enfin, évidemment, j'ai pas lu le livre, mais j'y renvoie. Bien sûr, Hitler, c'est la même chose, Pol Pot, Mao, etc. Le référent, c'est le jacobinisme français. Et ça, c'est la première matrice. Et puis, vous avez une deuxième matrice dans la Vendée, c'est ce que j'appelle, qui n'est pas encore défini au niveau de l'ONU, ce que j'appelle le mémoricide. Tout à l'heure, on a vu qu'il y a eu la conception, la réalisation, la complicité tant dans la conception que la réalisation, mais personne n'a parlé de la mémoire. Pourquoi personne n'a parlé de la mémoire? Parce que lorsqu'on aurait pu aborder cet aspect des choses, c'est-à-dire en 1944-1945, avec Nuremberg, puis après, à travers les autres conventions, il y avait toujours la présence de représentants de peuples qui ne voulaient pas aborder le problème de la mémoire. Et on comprend bien pourquoi Staline ne voulait pas aborder le problème de la mémoire, puisqu'il y avait Katyn. Pourquoi les Turcs ne voulaient pas aborder le problème de la mémoire, parce qu'il y avait les Arméniens, etc. etc. Bon. Donc, le problème de la mémoire, n'avait pas été intégré au concept de génocide. Donc, pour le moment, nous n'avons que 3 crimes de génocide. Il manque le 4e crime. Et ce crime, je suis en train de le définir. Qu'est-ce qu'un mémoricide? Et on va prendre l'exemple de la Vendée, qui est vraiment le prototype des mémoricides. Et surtout, la Vendée est un énorme laboratoire parce que nous avons un recul de 200 ans. Nous avons une expérience de manipulation de 200 ans. Et c'est si vrai, et c'est ce que vous me disiez en arrivant tout à l'heure, comment cela se fait-il qu'il a fallu attendre 1985 pour aborder le problème de la réflexion sur la nature de la répression en Vendée. C'est un problème. C'est un problème français, ça. De ne pas pouvoir se pencher sur son histoire. C'est pas français, c'est un problème que nous rencontrons dans tous les grands pays. Regardez les États-Unis, regardez le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne, etc. Il y avait plus de facilité à faire des films tout de suite sur la guerre du Vietnam. Oui, mais de là à la reconnaissance du génocide indien, par exemple, c'est très difficile d'aborder cette question-là. Regardez la Turquie, le problème qu'elle a de reconnaître le génocide arménien, justement, etc. je ne mets pas tout sur le même plan, là, pour le coup. Alors, il me semble que le monde anglo-saxon a plus de facilité. Comment dire, on accepte plus comment dire, ces évolutions historiques. De là, les intégrer et en tirer une conclusion, une loi générale, c'est autre chose. C'est autre chose. Hein? Donc, la Vendée, c'est vraiment une matrice. Hein? Et c'est une matrice à caractère unique, spécifique, qu'il faut exploiter au maximum pour en tirer des conclusions et pour en tirer une loi universelle. Bon. Alors, on a largement dépassé le temps qui nous était imparti, mais c'était passionnant, et puis on vous voit quasiment jamais dans les médias, hein. Je pense que vous n'êtes plus jamais invité depuis Apostrophe, donc c'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Je ne résiste pas à la question, est-ce que vous demandez à réintégrer l'université française? Est-ce que vous voulez profiter de cette émission pour lancer peut-être un appel ou pas? Non, vraiment, cette question n'est pas l'ordre du jour, et puis je crois que j'ai autre chose à faire. Vous avez attiré un trait sur l'université française? Totalement. N'allons pas vers l'insignifiant. Très bien. Bon, des mots durs, mais ce sera votre mot de la fin. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. J'espère qu'elle vous aura intéressé autant qu'à moi. Et la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous, ne l'oubliez jamais. Et à très bientôt.